C'est la fin de l'année, l'heure des bilans, et force est de constater qu'il n'y a jamais eu autant de premières ministres en Europe qu'en 2022. C'est peut-être un détail pour vous, mais cela veut dire beaucoup. Premier grand enseignement, le destin politique des premières ministres en 2022 illustre de manière très claire la montée de l'extrême droite en Europe. En septembre dernier, la première ministre suédoise Magdalena Andersson, la première que le pays ait jamais connue, a dû laisser sa place après la victoire du bloc d'extrême droite et de droite aux législatives. Sans y participer, le Parti nationaliste des démocrates de Suède soutient le nouvel exécutif, et cela c'est tout simplement inédit. Beaucoup plus au sud de l'Europe, en Italie, l'extrême droite avait déjà participé à des gouvernements. Mais à l'automne, Giorgia Meloni a réussi l'exploit de devenir la première femme et la première dirigeante d'extrême droite à accéder à la tête du gouvernement. En France, le mandat d'Elisabeth Borne est marqué par la majorité relative des macronistes à l'Assemblée nationale. À cela, une raison, l'entrée fracassante de 89 députés du Rassemblement national après les législatives de juin dernier. Face à un hémicycle très morcelé, Elisabeth Borne est contrainte de gouverner à coups de 49-3. Le deuxième enseignement majeur de cette année des premières ministres en 2022, vous l'aurez compris, c'est le sexisme persistant en politique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 27 pays de l'Union européenne, seuls 6 sont aujourd'hui gouvernés par des femmes. Outre la France et l'Italie, il y a Mette Frederiksen au Danemark, Sanna Marin en Finlande, Kaja Kallas en Estonie et Ingrida Šimonytė en Lituanie. Au-delà des frontières de l'UE, seules l'Islande, la Moldavie et la Serbie sont actuellement gouvernées par des femmes. Et bon nombre de pays européens n'ont tout simplement jamais connu de première ministre. C'est notamment le cas de l'Espagne, de l'Irlande, des Pays-Bas ou encore de l'Autriche. Et même lorsqu'elles sont nommées, les premières ministres ne sont pas épargnées par le sexisme. Rappelez-vous la polémique Sanna Marin cet été. Après la diffusion de vidéos d'elle en train de faire la fête, la première ministre finlandaise de 36 ans a été l'objet d'une campagne virulente qui remettait en cause ses capacités de dirigeante. Et puis il y a le cas Liz Truss. Nommée par la reine le 6 septembre dernier, elle démissionne 45 jours plus tard, battant le record du mandat le plus court au 10 Downing Street. Certes, la conservatrice a payé des erreurs politiques majeures, mais elle a aussi été victime d'une forme de sexisme. On peut notamment se poser la question de savoir si un tabloïd britannique aurait comparé un Premier ministre à une laitue. Liz Truss a aussi fait les frais d'une forme particulière de discrimination, la falaise de verre. C'est ce que nous explique l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalik. La falaise de verre, c'est le fait de nommer une femme à un poste à haute responsabilité à un moment critique de l'institution, de la structure à laquelle on la nomme, avec évidemment tous les risques que ça comporte, puisque si la femme échoue, on pourra dire beaucoup de choses comme « bah oui, mais la marche était trop haute » ou bien « on n'aurait pas dû nommer une femme » et ça va renforcer un cliché sexiste, négatif pour les femmes à haut niveau de responsabilité. Le concept de falaise de verre a d'ailleurs été utilisé au moment de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, sur fond de multiples crises, à commencer par la guerre en Ukraine. Mais comme le soulignent les chercheurs, cette notion est généralement analysée a posteriori.